Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin, dans votre matinale ce matin, le débat à propos du nouveau code électoral. L'Église catholique a décidé de mobiliser les intelligences du Bénin autour du contenu de ce texte qui a provoqué, vous vous rappelez très bien, tant et tant de débats. Nous verrons ensemble la pertinence de cette entreprise des prêtres catholiques du Bénin. Deux invités ce matin sur l'Actu Matin, d'abord en sport, puisque nous sommes jeudi matin. Moria Kataredi est coach principal de CFS, c'est un club. Avec lui, Ali Momoni parle de la Ligue 3 du Bénin et du maintien de son club à ce niveau de la compétition-là. Nous parlons là football, vous pouvez le deviner, ce sera en ligne. Tout à l'heure, la seconde invitée, puisque c'est une dame, elle sera par contre, elle, en plateau. Elle va nous parler des Amazones et surtout de leur contribution à l'histoire du Dahomey. C'est à l'occasion d'un festival qui se tient actuellement à Boycon. Les autres rubriques du jeudi matin, vous les connaissez. Eh bien, c'est en droit avec William Cliquant qui va nous parler des droits des enfants nés hors du mariage. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il nous éclairera. Et puis, le tour d'horizon de l'actualité sur Internet. On fera donc quelques clics sur quelques pages assez célèbres sur Internet au Bénin, voir un peu à quoi ressemble l'actualité ces derniers jours par là-bas. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour commencer. Répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. La police convient au professionnalisme, les citoyens au calme et à la sérénité. Précision pour précision, la contravention ramenée à 5 000 francs CFA, désormais au lieu de 10 000 comme vous le savez. Modernisation de la ville de Cotonou grâce au PAG. Les chefs d'arrondissement expriment leur reconnaissance à l'exécutif. Et puis système d'épuration des eaux usées. Domestique à Ganvier. La réalisation d'une mission d'études complémentaires a été ordonnée, c'était à l'occasion du Conseil des ministres. Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, la délivrance d'actes de décès sécurisés démarre le 6 mai prochain. Passons à un autre journal, notamment le matinal. Bavure policière à Natitengu, prison ferme requise contre les flics et la victime. Le tribunal rend son verdict aujourd'hui. Et puis, nouveau siège de l'Assemblée nationale, 85% de taux d'exécution physique. Apprend-on par là-bas. Matin libre, la Banque mondiale dévoile 5 secteurs d'avenir, faire reculer le chômage et le sous-emploi, des dispositions à prendre selon Rekia Madougou. Union au sein de l'opposition politique, et si Nicéphore Dieudonné Soglo était un réunificateur, s'est interrogé le journal ce matin en deuxième gros titre de sa manchette. La nation, animation de la vie politique, l'Église catholique et le défi de la neutralité. Mesures budgétaires dans le secteur agricole, les raisons de la subvention sur les prix des engrais vous sont dévoilées par le quotidien du service public. Le déchaîné du jeudi, c'est un hebdomadaire satirique qui paraît à Cotonou, bonne à tout faire. Vous avez donc une illustration, en tout cas qui concerne ces domestiques recrutés qui font tout à la place de Madame Salon. L'économiste, Assemblée nationale, carte blanche au 3e rapport de gestion de Louis Vlavonou. Le Télégramme, rapport annuel 2023-2024 de Amnesty International, la situation des droits humains dans le monde et au Bénin vous est dévoilé par le quotidien. Le journal Dabarou, respect des droits de l'homme dans le monde en 2023, le Bénin de plus en plus mauvais élève selon Amnesty International. Dynamisme Info, mouvement de protestation au ministère de l'Agriculture. Les agents au chômage à l'avènement de talents réclament leur réintégration. Et puis colloque sur le code électoral. L'Église catholique dans une démarche préventive très responsable. En tout cas, on aborde le sujet tout à l'heure lors de nos débats. Nord-Sud quotidien, centre de blanchiment contre le blanchiment de capitaux vers un contrôle sur l'immobilier. Les 4 vérités. Un titre rapidement. Cherté de la vie au Bénin, voici ce qu'il faut savoir au sujet des efforts du gouvernement.
Décryptage info présidentiel de 2026, la jeunesse porteuse d'une vision révolutionnaire pour le Bénin en 2026. Passons à le Béninois libéré, opération de contrôle du respect des règles de la circulation sur les voies publiques. La police garde le cap mais revoit l'amende. Nous sommes maintenant avec le quotidien L'Indépendant, hausse du coût de la vie au Bénin. Les syndicalistes veulent-ils piéger Patrice Talon? Le journal se pose beaucoup de questions. L'affiche du jour, lutte contre le blanchiment de capitaux. L'État crée un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. L'événement du jour, autorisation de mission d'études complémentaires, bientôt un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement, à constater Fraternité. La police convie au professionnalisme. Les citoyens, quant à eux, au calme et à la sérénité. Le journal de Ménoté fait savoir par ailleurs que la contravention est ramenée à 5 000 francs CFA plutôt que de 10 000 comme on le savait. Modernisation de la ville de Cotonou grâce au PAG. Il n'y a que des chefs d'arrondissement expriment leur reconnaissance à l'exécutif. Encore deux titres, le temps de boucler. On va commencer déjà par celui-ci, système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. La réalisation d'une mission d'études complémentaire a été ordonnée lors du Conseil des ministres d'hier. Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, la délivrance d'actes de décès sécurisés démarre le 6 mai prochain. Et voilà donc ce qu'on peut retenir des productions des journaux ce matin. Vous avez à l'intérieur de Fraternité, à la page 2, le compte rendu intégral du Conseil des ministres tenu hier mercredi 24 avril 2024. Il y a eu des nominations, notamment à la Cour des comptes et au ministère de la décentralisation. Alors, qui sont ces vénards? Fraternité vous propose leur nom et prénom. Un titre aussi du quotidien qui paraît à Ménotin, vous avez désormais que le gouvernement a réduit de moitié la contravention au sujet du non-port de casque au Bénin et en circulation sur les voies publiques. Le communiqué qui le fait notifier est à la page 2 de la page 3 pardon, de la publication de ce matin. Il y a aussi amélioration, mais du côté des actes administratifs désormais. La délivrance d'actes de décès sécurisés démarre le 6 mai prochain. Avis à ceux qui ont le parent. Il est décédé, il faut bien le déclarer et la pièce est à récupérer en ligne. Les conditions dans les pages de Fraternité. À la page 5, vous avez l'actualité concernant l'environnement avec cette activité de l'ONG MAD qui a outillé des formateurs aux techniques pédagogiques adéquates en matière d'éducation sociale et financière. L'actualité sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Fraternité a réservé sa page 9 pour tout cela ce matin. Voilà donc pour l'essentiel des informations assez rapides à retenir au début de cette émission. Vous aurez bien d'autres informations tout au long de ce numéro de votre matinale Actu Matin. On va déjà commencer par le bulletin de l'information avec Ingrid Den. Nous sommes jeudi en effet. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans votre bulletin d'information, direction Porto Novo, on aura les images de la séance des députés au sujet de l'examen de l'adoption du troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou, que vous avez à l'image, a reçu l'approbation du Parlement. Réunis en plénière mardi, 79 députés sur les 109 que compte cette mandature au Parlement béninois. Ils ont voté en faveur de ce document. L'opposition s'est abstenue, en tout cas. On aura les détails avec nos représentants au niveau de l'OM Plateau. À Cotonou, par contre, nous allons ensemble avec les conseillers municipaux et locaux du littoral passer en revue les actions menées par le gouvernement au profit des populations des 13 arrondissements de la ville économique. En présence du maire Luc Setondi à Tropo et de ses adjoints, ils ont réaffirmé tout leur soutien au chef de l'État Patrice Talon au nom de ce PAG exécuté à ce niveau-là. Voici le bulletin. Que l'opposition ait voté ou pas, en tout cas, ça passe. Louis Vlavonou fait adopter son troisième rapport d'activité au Parlement, Ingrid. En effet, Tanguy, pour la troisième fois au cours de cette 9e législature,
Il a soumis son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues. C'est par un vote favorable des députés que le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté mardi dernier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le point de débat, c'est avec Emma Rodonou. C'est le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature. Le document présenté par le président Louis Vlavonois à ses collègues députés couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et retrace les activités parlementaires ainsi que les activités d'administration et de gestion de l'institution parlementaire pendant la période de référence. Nous avons tenu 20 séances plénières, dont 15 en session ordinaire et 5 en session extraordinaire, au cours desquelles nous avons voté 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Les dites séances plénières ont connu un taux moyen de participation de 84,17%. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous avions étudié 20 questions orales et 6 questions d'actualité. La moisson a été abondante. Cela démontre à suffisance notre engouement à accomplir votre devoir et je vous en félicite, tout en me réjouissant également de votre assiduité et de votre ponctualité aux travaux parlementaires, aussi bien en commission, en plénière, que pour ceux tenus en dehors des locaux du Palais des gouverneurs. Soumis au jugement des députés, ce rapport est diversement apprécié. Je suis particulièrement satisfaite à la lecture de ce rapport qui rend compte fidèlement de tout ce que nous avons accompli et dont nous avons tous été témoins. C'est pourquoi il me plaît de féliciter le président de l'Assemblée nationale et tout son bureau, de même que l'ensemble de mes collègues députés pour l'œuvre législative loyalement accomplie ces 6 derniers mois. Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui-là qui gère le quotidien. Non, vous avez de la vision. Parce qu'à la fin de votre rapport, vous avez fait des projections, des perspectives. Et nous pouvons lire que chacun satisfait, chacun nourrit un espoir à la lumière des perspectives que vous avez énoncées. C'est pour ça que je voulais conclure, Monsieur le Président, en vous encourageant davantage, et vous l'avez bien dit, si vous ne voulez pas être outragé, n'acceptez jamais les fonctions publiques. Et je sais que vous êtes suffisamment expérimenté, puisque vous agissez comme du bon couteau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le rapport d'activité, après nous avoir fait le point de la moisson législative, je m'attendais aussi que vous assumiez la responsabilité de la qualité de cette production législative, notamment la loi portant modification du code électoral. Je voulais vous dire que vous portez sur vous la charge d'un test toxique, chrysogène, dangereux à tout point de vue et suffisamment miné pour faire le lit à un nouveau cycle de violence électorale, domaine de prédilection du régime que vous soutenez et de son chef. Soumis au vote, le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature a été adopté par 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Retour à Cotonou pour évoquer cette rencontre des conseillers municipaux et locaux du littoral. Il était question pour eux de dresser le bilan des actions du gouvernement menées au profit des populations des 13 arrondissements de Cotonou. L'exercice a eu lieu hier à la mairie de Cotonou. Teddy Godalo et Jocelyn Bariga pour les précisions.
Ils se sont mobilisés pour reconnaître les mérites et surtout dresser le bilan de 8 années de gestion du président Patrice Talon. Ces élus municipaux et locaux de Cotonou sont unanimes sur la portée et la qualité des actions entreprises au profit des 13 arrondissements de la ville. En 8 années de gouvernance du président Patrice Atanas Guillaume Talon, la capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l'ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin. Ce qui nous rend fiers et qui justifie notre reconnaissance aujourd'hui. Du projet asphaltage en passant par la construction et la modernisation des marchés secondaires de Cotonou, la corniche de 12 km, le boulevard de la Marina, la place de l'Amazone, le jardin Mathieu, la statue Bioguera, à la mise aux normes de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Canty, la liste n'est pas exhaustive. Autant de réalisations qui rehaussent l'image de la ville de Cotonou au plan international. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou et le programme d'adaptation des villes de changement climatique. Ces travaux ont réduit de façon drastique l'inondation pluviale, assaini notre cadre de vie, réduit les risques des pathologies et la pollution de l'environnement issu des marécages. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. Ça aussi, c'est du social. Les réalisations du programme d'action du gouvernement sont visibles et perceptibles dans tous les quartiers de Cotonou, dans tous les arrondissements de Cotonou. Et ces réalisations que vous voyez, c'est ça d'ailleurs qui reflète l'image du pays, le Bénin en général. Et donc c'est une joie pour moi, c'est une occasion pour moi, au nom de la population de Cotonou qui nous a mandatés et au nom du 13e arrondissement où je suis élu, de dire merci à un seul homme, monsieur, son Excellence Atanas Guillaume Talon. Nous le soutenons, nous sommes derrière, toute la population de Cotonou le soutient. En toute assurance, ces élus municipaux et locaux du littoral réaffirment leur admiration des différentes réalisations à Cotonou. Ils sont décidés à ensemble poursuivre la dynamique avec le chef de l'État Patrice Talon pour que Cotonou rayonne davantage. On en vient maintenant à cette prière à l'intention du président Patrice Talon et son gouvernement. Rafiatou Karim alias Miss Talon, présidente du groupement des associations des femmes du département de la Donga, a initié cette séance de prière afin de rendre grâce au Tout-Puissant pour la paix dans le pays. Reportage. C'est un moment de recueillement et de prière qui intervient quelques jours après la fin du mois de Ramadan. L'objectif de Miss Talon, comme elle aime se faire appeler, est d'implorer la grâce d'Allah sur le chef de l'État et son gouvernement. Le Bénin a toujours étonné le monde et on doit toujours prier pour que le Bénin puisse étonner le monde. Et avant que le Bénin puisse étonner le monde, ça vient de la femme. Je demande à toutes les présidentes du Bénin de prier tous les jours pour le chef de l'État, Patrice Talon. Moi, personnellement, j'ai 2 chapelets ici. Un pour moi, un pour le chef de l'État. Je demande à tout le monde de prier pour nous, pour qu'ils soient en paix. Si notre président est en paix, le président et son gouvernement sont en paix, nous-mêmes seront en paix. Présidente du groupement des associations des femmes de la Donga, elle a rassemblé pour l'occasion les présidentes de ces associations résidant à Cotonou et bien d'autres invités. Tout ce qui a pu être fait pendant le mois de Ramadan, ça a été fait dans la paix et dans la quiétude. Et ceci n'aurait pas été possible si le pays même n'était pas en paix. Et si le pays est en paix, c'est grâce aussi à la bienveillance d'une personne, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc elle a voulu que nous consacrions ces assises-là à prier également pour le chef de l'État. Ce qu'on appelle la prière n'est pas une mauvaise chose. Ça nous profite tous
Et nous prions le bon Dieu de nous garder sains et saufs, de garder notre président Patrice Talon, de nous épargner du pire, ce qui va venir pour que ça soit un obstacle pour nous sur cette terre, qu'Allah nous en épargne. Le mouton a été immolé à la fin de la séance. Rafiatou Karim, alias Mestalon, s'engage à perpétuer ce genre d'action à l'intention de la population, du président Talon et de son gouvernement. Vous êtes en train de prier pour le chef de l'État. En images, les passionnés des arts sont attendus à la 2e édition du Festival international des arts du Bénin, organisé du 23 au 28 avril 2024 sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. C'est une rencontre de 6 jours qui met en lumière l'industrie culturelle et les arts du Bénin. Au programme, des défilés, des rencontres intellectuelles, des défilés de mode, des rencontres intellectuelles, concerts et bien d'autres programmes riches en couleurs. Et ce sera tout pour cette session d'information. Retrouvez juste après moi la page sport et ce sera avec Ali Moumouni Tanguy. Absolument, avec Ali Moumouni et 2 disciplines au menu, du football et du volleyball. En tout cas, on découvrira tout cela. Tout de suite, Ingrid Day, merci beaucoup pour la présentation. Passez une bonne journée. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, voici les informations sportives. Allez, Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Je l'ai annoncé, on va parler de football et de volleyball. On va commencer déjà par la première discipline. La reine des disciplines, doit-on dire, en tout cas en matière de sport. Ça va donc le football. Et comme nous sommes jeudi, un invité, lui, il est au téléphone. Je vous le présente rapidement. Mauriac Atadedi, il est coach principal de CFES et vous parlez de la Ligue 3. Oh oui, Tanguy, il est le coach de CFES. Il sera notre invité ce matin. Et pour commencer par parler du sport roi, on va commencer déjà par nous intéresser par ce qui se passe au pays. Et c'est bien sûr le championnat amateur dans les rencontres de la 17e journée dans la zone A ont été disputées hier. Les résultats, on vous les présente comme suit. Abisport et JSV sont séparés dos à dos. Score de parité, un but partout entre les deux formations. CFES a pris le dessus sur l'équipe de Tambour, 2-1. L'équipe de la JAM s'est inclinée à domicile face au leader Sitatunga, 1-0. Le CS Kraké a pris le dessus sur Talon FC, 1-0 également. Et puis on finit avec le score de parité entre Azos et Espérance, 1 but partout. On va revenir donc à cette rencontre qui concerne la rencontre de CFES. Et justement, on a le coach principal de cette formation en direct au téléphone, coach Moria Katadedji. Bonjour. Bonjour, monsieur Ali Moumouni. Bonjour aux amis téléspectateurs. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Avec vous, on va aborder un peu la performance de votre équipe aujourd'hui. Donc, si on tient compte de votre rencontre hier contre Tambour, avec cette victoire 2-1, vous semblez assurer définitivement votre maintien. Oui, monsieur Ali Moumouni, je pense que hier, sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi, on a eu l'avant-dernière rencontre du championnat. Ouais. C'était la 17e journée et un match qu'il fallait forcément gagner pour assurer le maintien. Et donc la rencontre, vous l'avez remportée. Parlez-nous un peu de cette explication. Vous avez mené 2 buts à 0 et puis l'équipe a réduit le score. Oui, bien évidemment. Bon, on a le discours avant le match, c'était clair parce que on était dans une situation pas confortable, donc il fallait forcément gagner ce match. Ce que les garçons ont pu faire. On menait 2-0, l'équipe adverse est revenue au score. Je pense que c'est un bon résultat, mais il a fallu que les enfants se déconcentrent un peu pour que l'équipe adverse puisse revenir au score, réduire le score, j'allais dire. Allez, donc c'est encore une journée pour terminer la saison. Comment pouvez-vous analyser votre propre saison, la performance de votre équipe? Êtes-vous resté dans les objectifs, le maintien? Oui, le maintien assuré. Bon, je crois qu'on a fait un championnat. On n'est pas satisfait entièrement, mais les résultats sont là. L'objectif est atteint, donc on peut qu'être fier. Et remercier les garçons qui se sont donnés corps et âme, qui se sont appliqués, qui ont écouté les consignes et qui ont fait du mieux. Je crois que c'est notre deuxième saison, deuxième année en D3. Oui. Après notre montée, je pense que
Actuellement, avant la dernière journée, on a totalisé 5 victoires et 6 matchs nuls et 6 défaites. Je pense que c'est pas mal. Aujourd'hui, nous sommes 5e. Après cette journée, je parle bien du classement provisoire, on est 5e avec 21 points plus 3. Je crois que ce n'est pas mal pour la petite équipe que nous sommes. Et d'ailleurs, l'année dernière, vous aviez également terminé 5e. Et que diriez-vous alors du niveau du championnat amateur, puisque vous y participez depuis 2 ans déjà? Je pense que c'est un championnat qu'on ne doit pas négliger. C'est bien vrai que c'est la 3e division, dit-on, mais c'est un championnat vraiment relevé en termes physiques et en termes tactiques. On constate d'ailleurs que certains joueurs qui n'arrivent pas à trouver de la place en Ligue Pro descendent tout de suite en 3e division pour se faire et rebondir. Voilà, c'est pour ça le niveau est d'ailleurs très relevé. Et il vous reste encore un match, coach Moria Katedeji, pour finir la saison. Ce sera votre dernière explication à domicile. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre-là? Oui, à domicile, oui. Et il fallait y faire plaisir au public, ce que les garçons n'ont pas su faire. Il faut le faire maintenant parce qu'il y avait aussi la pression de gagner le match, tout ça. Mais le dernier match sera un match qui sera pour le public qui nous suit, qui nous soutient, qui est là tout le temps dans les bons et les mauvais moments. Donc il faut forcément leur faire plaisir. Ce que nous allons nous atteler à faire durant la semaine pour préparer ce match et faire une bonne prestation et remporter la rencontre. Alors, cela nous permettra peut-être de faire mieux que la saison dernière. Pourquoi ne pas remonter et rester un peu plus haut dans le classement? Alors, on va finir cet entretien, monsieur le coach. Votre mot de fin? Je ne saurais finir cet entretien sans remercier le président, monsieur Chaltiti Guetti, et la gestionnaire, madame Chantal Moukari, qui sont toujours là, qui sont tout le temps là, pour nous soutenir, pour nous pousser tout le temps à la victoire. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Je remercie également le DT de ce centre, M. Diossa Wilfried, à travers ses conseils et son assistance, on a pu le faire. Allez. Voilà, je n'oublie pas mon staff, bien évidemment, oui. Et les vrais acteurs de ce maintien, les joueurs, bien évidemment. Allez, Moria Katedeji, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coach principal de CFS et bon vent à vous. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Merci à vous. Allez Tanguy, on va poursuivre avec direction l'Europe pour parler des rencontres disputées hier dans le cadre de la 29e journée de la Première Ligue. Wolverhampton était à domicile face à Bournemouth. Vous allez constater assez de surprises dans les résultats au cours de cette journée. Bournemouth s'impose à Wolverhampton 1-0. Crystal Palace qui s'impose à l'équipe de Newcastle 2-0. De l'autre côté, c'est Everton qui prend le dessus. C'était dans le derby de Liverpool face aux Reds. Score à l'arrivée 2-0 pour la formation donc de Everton. Et on va finir avec une nouvelle victoire de Manchester United, 4-2 face à Sheffield United. Sheffield décidément qui ne pourra plus certainement échapper à la relégation. On va revenir maintenant en France pour parler des rencontres de la 29e journée. Lorient s'est incliné 4-1 face au Paris Saint-Germain. Marseille et Nice se sont séparés 2-2, 2 buts partout. Il faut noter la victoire de Monaco 1-0. C'était face à Lille. Et voilà pour ce qui concerne donc le football. On va changer de discipline et parler maintenant de cette initiative qu'on appelle bien entendu la promotion du sport au féminin dans le cadre de cette coopération nord-sud qui existe entre le volleyball français et celui béninois. Il faut noter qu'il y a une délégation donc de la Brocéliande Volley qui est à Cotonou depuis le début de la semaine et donc la délégation a été accueillie à l'aéroport
par la délégation béninoise de volleyball. Parmi elles, il y a des joueuses de volleyball professionnelles, celles de moins de 17 ans et une arbitre de volley. À la descente, elles ont été accueillies par, comme je le disais, par la délégation béninoise, avec à sa tête le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro. Leur arrivée au Bénin s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du projet sport au féminin, soutenu par le ministère des Sports du Bénin et financé par l'ambassade de France. Je vous propose ici de suivre un extrait de la coprésidente du Brocéliande Volley qui conduit la délégation française. Elle sera suivie du président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, qui présente l'agenda de leur hôte. Eh bien, nous sommes ravis d'arriver ici. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille activement sur ce projet. C'est enfin la concrétisation et on est super contents. On a hâte de mettre à profit tout ce qu'on a préparé. Alors on va essayer de faire du volley dans les écoles avec des 8-10 ans, un peu voir ce qu'on peut faire avec eux et aussi former les entraîneurs pour leur montrer comment nous on fonctionne. Après, charge à eux de savoir comment, si ça les intéresse. Et puis on aura aussi des matchs avec les M18, donc les U18 qu'on fera, on espère jouer avec les U18 du Bénin. En 2023, cette équipe de Brocéliande a accueilli notre sélection U21 pendant 3 semaines du côté de la Bretagne à Rennes pour la préparation quand on préparait la Coupe des Nations au niveau du Niger. Alors cette année, je crois que c'est à eux de venir ici dans le protocole qu'on a eu à faire. Donc ils sont là pour une bonne quinzaine de jours au cours desquels il y a plusieurs activités, des séances d'entraînement avec les équipes pro, des séances de formation en volleyball des jeunes, des formations pour le secourisme et autres. Voilà, nous leur souhaitons la bienvenue et rendez-vous pour les différentes activités pendant la session. Allez, un calendrier assez chargé dans la mise en œuvre de ce plan, donc bien concocté. Au lendemain de leur descente à Cotonou, les volleyeuses du Brocéliande Volley ont été reçues par leur homologue d'Alada Olympique pour une séance d'entraînement. C'était donc ce mardi sur les installations de l'UNAFRICA à Cotonou. Les précisions avec Candide Rouinta. Edwige Corbin, joueuse professionnelle et arbitre de volleyball française, aux commandes de la séance d'entraînement des volleyeuses ici sur les installations de l'UNAFRICA. Elle et les autres volleyeuses de la délégation de Brocéliande Volley entament ainsi l'une des activités inscrites dans leur agenda à Cotonou. Des séances d'entraînement avec les clubs professionnels du championnat de volleyball du Bénin. Et pour la première d'une longue série, c'est l'équipe d'Alada Olympique qui les accueille. C'est un brassage entre les joueuses d'Alada Olympique et celles de Brocéliande Volley qui est fait pour la séance de cet après-midi. La séance du jour est consacrée à l'apprentissage de nouvelles techniques de pratique du volleyball. Elle a duré plusieurs heures et a permis aux volleyeuses béninoises d'acquérir de nouvelles connaissances. Après Alada Olympique, c'est au tour de Queens VBC d'accueillir les hôtes de la Fédération béninoise de volleyball. Les volleyeuses de Brocéliande Volley auront d'autres séances avec Vessos VBC, Adidja VBC, puis Énergie VBC. Allez, il faut souligner que le séjour de l'équipe de Brocéliande Volley au Bénin durera d'ici une quinzaine de jours à Cotonou. Pourquoi pas. Ali Moumouni, merci beaucoup. On aura donc fait le tour d'horizon de l'actualité sportive ce jeudi matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Tanguy, à demain. À demain. Demain, vous aurez par ici Wahab Ali Para qui vous servirait les informations sportives. Mesdames et messieurs, voici notre invité. Notre invité ce matin, c'est Cléopâtre Kouniazondé, spécialiste du tourisme et de la promotion de destination. Madame Kouniazondé, bonjour. Bonjour, monsieur Adrien. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, vous êtes là pour qu'on parle du festival Agodié. Oui. C'est un festival autour donc des Amazones du Bénin, notamment ces braves femmes guerrières qui ont lutté au sein de l'armée dahoméenne. D'abord, qu'est-ce que c'est ce festival et quel est son but?
Alors, le festival Agodié, justement, comme son nom le dit, est un festival qui réunit des personnes du monde entier pour honorer, pour rendre hommage à ces femmes-là, ces braves femmes-là, mais en même temps faire la promotion de la richesse du patrimoine culturel béninois. Et en termes de promotion du richesse patrimoine béninois, sur quoi vous tablez? Qu'est-ce que vous ciblez souvent? Alors, le festival va amener un ensemble de personnes qui sont amoureux de la culture, du patrimoine béninois, mais en même temps des experts qui réfléchissent sur un ensemble de problématiques pour faire des recommandations qui permettent à ce que tous ceux qui sont concernés par la question puissent savoir, on va dire, vers quoi on veut aller, comment s'orienter et faire des recommandations à nos dirigeants pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'il faudrait positionner ces questions problématiques très fort. Et cette année, l'édition de ce festival-là voudrait mettre au cœur des questions la promotion de la femme et comment leur donner le plein droit culturel dans cet espace, dans ce monde où voilà, les femmes doivent toujours lutter pour, on va dire, la mise en œuvre. C'est quoi? Dans le tourisme, dans la culture aussi, les femmes ont leur droit brimé? Dans le tourisme, dans la culture, comme dans le monde entier, chacun a, on va dire, cette responsabilité parfois de rappeler aux uns et aux autres l'importance de leur rôle et qu'on puisse le leur accorder. On va dire ça comme ça. D'accord. Habituellement, c'est à Cotonou que ça se tient. Cette fois-ci, vous avez choisi Boycon. Pourquoi? Boycon parce que c'est le cœur. Boycon, on parle des Agodiés, on parle du royaume de Dahomey, on parle d'un ensemble d'éléments qui nous permettent d'être sur la terre, on va dire mer, où vraiment on peut avoir l'inspiration, où on peut rencontrer les acteurs, puisque aujourd'hui on a toujours ces dignitaires, on a la royauté, on a ces aînés-là qui peuvent aussi nous permettre en tant que jeunes, en tant qu'experts aussi, d'avoir de la connaissance immatérielle dont on a véritablement besoin pour réussir à atteindre un tel objectif. Et quel sera le menu de cette édition du festival? Alors, de cette édition de notre festival, il y aura un symposium international, il y aura une nuit des Agodiés, il y aura des visites au niveau du palais, différents palais, il y aura des rencontres avec des royautés et il y aura de bons moments de danse, de chant et de découverte de la diversité culturelle de chez nous. On paye pour être avec vous? Non. On arrive et on profite. Ça se passe à Boycon, c'est bien cela. Hein? Et c'est pour la promotion des femmes. Dis donc, la thématique, c'est, je dois dire, sur toutes les lèvres maintenant. Hein? On a l'impression que c'est la thématique qu'on vend le mieux maintenant. Je dirais oui et je dirais non. Je dirais qu'on remonte en l'histoire du Bénin, on remonte jusqu'au XVIIe siècle où la question des droits de femmes, ou donner une place aux femmes pour que non seulement elles prennent des décisions, mais elles jouent véritablement leur rôle, c'est quelque chose de très longtemps chez nous. Oui, dans le monde, c'est une question d'actualité, mais chez nous, il faut juste nous rappeler aux générations d'aujourd'hui et de demain que ça, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, grâce à la reine Tassi Rangbe et à toutes ses actions et à ce corps élite femme. Donc les Agodiés, on parle dans l'histoire de l'humanité, je pense, la seule armée permanente constituée que de femmes. Que de femmes. Que de femmes. Et donc pour nous, c'est juste nous réapproprier notre histoire, notre culture, notre identité et questionner le futur et savoir comment on va positionner tout ça. Quand on présente souvent nos traditions comme étant, en tout cas, des siècles de brimade des droits de femmes, on n'a souvent pas donné la parole à la femme, on ne l'a pas souvent positionnée, etc. Et qu'on parle du rôle des Agodiés et surtout de leur importance dans l'armée du Dahomey, est-ce que ce n'est pas antinomique, ça? C'est pas contradictoire, ça? Je dirais que chez nous, la femme a souvent est restée, et je pense qu'elle demeurera sacrée. Et donc, il ne faut pas la comparer comme elle est promue dans d'autres cultures. Et donc, quand on est sacré, c'est que c'est le dernier recours. Même quand on remonte dans l'histoire politique du Bénin, on verra qu'il y a des moments où, voilà, ce sont les femmes qui sont sorties pour dire niet, pour dire non, et on a vu tout de suite le changement. Et donc, il faut ce côté sacré, il faut intégrer en fait ces valeurs culturelles-là et comprendre que oui, chez nous, la femme ne va pas sous tous les toits, la femme ne va pas être impulsive, intuitive et parler, mais elle est réfléchie, elle est posée, elle est calme et elle sait prendre la hauteur des choses avant de réagir. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle est brimée pour autant? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on a des questions, des problématiques d'autonomisation des femmes? Oui. C'est dans le monde entier. Vous prenez les grands pays développés, ils ont de vraies problématiques. Toujours?
toujours. On a l'impression que la femme, elle est plus libre, plus émancipée, tout ce qu'on veut, les bons mots, façon là. Oui, on va dire que c'est l'idéal, tout le monde tend vers, mais quand on va sur le terrain, quand on rencontre les acteurs, quand on rencontre des Européennes, quand on rencontre des Américaines, et qu'elles vous racontent leur vie de tous les jours, vous êtes à la limite choqué de voir que c'est une problématique, que c'est humain et que nous devons tous travailler à ce que tout le monde ait en fait leurs droits. Parce qu'on parle des femmes, oui, mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des situations où ils sont brimés, où leurs droits ne leur sont pas reconnus. Et donc toute personne qui se retrouve dans cette situation, la société a le devoir de les aider afin que leurs droits puissent leur être reconnus et qu'ils puissent vivre, on va dire, une vie paisible, agréable, même si la vie n'est pas faite comme ça. C'est pas le paradis, en tout cas. Pas ça. Allez, ça fait un bon bout de temps maintenant que le festival tient. Quel point faites-vous de ça? Quel est le chemin? Cette année, c'est la 19e édition. C'est beaucoup de chemin. C'est déjà réussir, on va dire, depuis la première édition, à parler des Agodiers, à réussir en fait à avoir le bon narratif, puisqu'on sait que le Bénin a souffert de ça pendant longtemps. Beaucoup de personnes, bon, l'Afrique de façon générale, mais le Bénin encore plus, des personnes qui ont décidé de raconter notre histoire à notre place et de la façon dont ils auraient voulu. Et ça nous a porté préjudice. Donc déjà, de réussir à ce que ce soit reconnu. On va dire aujourd'hui, on a Hollywood qui a fait un ensemble de films qui rendent honneur au Bénin, à notre culture, mais peut-être que ça a commencé avec ces questions, ces petites discussions et amener des experts à creuser, à chercher, puisque notre histoire étant orale, il faut parfois chercher. On a perdu beaucoup de dépositaires, beaucoup de personnes qui auraient pu nous aider et donc même amener à la question de comment archiver, comment reconstruire la mémoire collective et réussir à ce que les prochaines générations ne soient pas perdues, puisque je pense que c'est l'un des véritables problèmes de nous Africains. La mémoire collective est perdue et on se cherche alors qu'on a tout ce qu'il faut. La nature nous a gracié de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se développer à notre entendement comme nous on le veut, en partant de nos cultures, de nos valeurs et de ce que nos aïeux ont construit comme société. Vous avez parlé d'Hollywood. Mais déjà, parlons de nous-mêmes. Est-ce que les autorités, vous avez leur oreille depuis que vous organisez ce festival? Alors, il faut dire que oui, on a la mairie de Boycon déjà qui offre son espace pour tenir un ensemble d'activités. On a d'autres autorités qui sont là. On a également des institutions internationales qui sont là, qui répondent. Toute personne, en fait, qui trouve essentiel de contribuer à cette question-là. Et on va dire que oui, le Bénin d'aujourd'hui a le bonheur là d'avoir des autorités qui écoutent, ne serait-ce que pour le secteur du tourisme, de la culture et des arts, et qui font de leur mieux pour mettre la culture en avant. Est-ce que c'est pas fait? Est-ce que l'humanité est parfaite? Non. Donc on sera toujours là pour leur rappeler là où il faut mettre la priorité et ce qu'il faut à un moment T. On parle des Amazones. Vous portez bien votre prénom, Cléopâtre Kouyanzondé. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, venez au Festival Agodier et n'ayons pas peur de raconter notre histoire telle qu'il est. Il est beau, il y a des étapes noires, il y a des choses dedans, mais il faut se l'approprier et il faut faire en sorte que ça nous permette d'être qui nous sommes, de porter notre identité. Venez à Boycon si vous êtes là ou suivez l'après-festival et faites en sorte d'être là l'année prochaine parce que c'est tous ensemble que nous allons réussir à atteindre l'objectif, créer notre histoire pour le bonheur des générations futures. Cléopâtre Kouyanzondé, spécialiste du tourisme et promotion de destination. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Merci à vous. On parlait du festival Agodier qui est à sa 19e édition cette année, et justement qui se déroule actuellement, en tout cas à partir d'aujourd'hui, à Boycon. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité sur Internet. C'est jeudi, on fait un tour sur la toile. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy. Et l'actualité sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tanguy, les nouvelles sur la toile cette semaine ne sont pas vraiment bonnes parce qu'il y a eu des concitoyens qui ont péri dans des conditions vraiment complexes. Des sujets qui étaient au menu des discussions sur les réseaux sociaux cette semaine, des informations et des réactions dans cet élément.
c'est le bilan du chavirement d'une pirogue motorisée sur le lac Nokwe en fin de week-end écoulé. Les naufragés ont embarqué de Cotonou, précisément au niveau du quartier Kpankpan, dans les encablures du marché d'Antokpa pour Sochankwe, où ils doivent aller assister un proche qui a perdu un parent. Mais, arrivé au milieu du lac, la pirogue a chaviré à cause de la tempête qu'il y a eu dans l'après-midi du dimanche. Malheureusement, sur les 12 personnes qui étaient à bord, 6 sont mortes. 4 corps ont été repêchés et 2 sont recherchés. Les 6 survivants ont été sauvés grâce à la promptitude des riverains. Face à ce drame, des internautes se sont prononcés. Trop de morts cette année et nous sommes au début, Vigilance seulement et surtout honnêteté. Il faut imposer à tous ces conducteurs de bacs motorisés les gilets de sauvetage à l'instar du casque imposé à tous. Le ministre en charge des Transports doit vite corriger les choses. Les drames se succèdent, on pleure, on oublie le lendemain et ça se répète toujours. Il est temps que le gouvernement prenne sa responsabilité en opérant des réformes fortes dans le secteur du transport fluvial au Bénin. Si l'obligation de port de ceinture de sécurité est faite aux véhicules à 4 roues, il devrait en être de même pour les usagers de bacs motorisés en ce qui concerne les gilets de sauvetage. Mieux, la police fluviale doit prendre la mesure de la situation et assumer ses responsabilités. Y a-t-il de permis de conduire de barques motorisées? Si oui, il faut assainir le département qui s'occupe de sa délivrance. Sinon, c'est un danger pour nos populations riveraines de commencer à manipuler les barques motorisées sans aucun cadre de formation au péril de leur vie. Mettre en place un système quotidien d'alerte et de sensibilisation, information des populations sur les conditions climatiques locales, favorables ou défavorables à la navigation fluviale. Le gouvernement doit ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités. Il doit également opérer des réformes hardies dans le secteur du transport fluvial pour le bonheur de nos paisibles populations. Paix à l'âme des disparus. Une autre actualité qui a fait bouger la toile cette semaine, c'est cette découverte macabre en début de semaine à Banikwara dans le département de l'Alibori. Garouba Karim, chef d'arrondissement, a été retrouvé mort. D'après les informations rapportées par le journal en ligne Le Paraquois, il a mis fin à ses jours par pendaison. En milieu de cette semaine, déjà, le véhicule du désormais feu CA aurait été impliqué dans un accident de circulation à Gomparu, une localité de cette même commune, avec à la clé la mort d'un jeune homme et un autre qui est dans le coma. Garouba Karim était lui-même au volant au moment du drame. Il s'est alors rendu à la police avant d'être libéré le lendemain 24 heures après. L'élu communal a été retrouvé pendu. Bon nombre d'internautes se posent la question de savoir s'il y a un lien entre l'accident et sa pendaison. Sûrement que son véhicule n'était pas à jour, j'en reste persuadé. Il a pesé les conséquences, la prison, le rejet, et il n'a pas eu le cran pour y faire face. Franchement, dans quel genre d'audition la police a pu le relâcher? Non et non. Tant qu'il y a mort d'homme, il faut forcément le garder même s'il n'a pas tort. J'accuse la police et ses amis. Étant relâché, on ne devrait pas le laisser dans la commune. Après la vague de suicides dans le rang des enseignants, on pensait que c'était seulement au nord. Ce cas vient montrer que c'est généralisé dans le pays et certains veulent que ça continue jusqu'à ce qu'il y ait des victimes dans leur propre famille pour qu'ils comprennent. Drame, nous avons compris. Mais savait-il que dans la loi, ce sont ces enfants qui devraient endosser les frais à son décès si éventuellement des poursuites sont entamées pour le remboursement? La repos éternel aux âmes des disparus, beaucoup de courage aux différentes familles. Ziplouri Tanguy. Oui, une séquence nécro, faut-il dire, ce matin dans cette rubrique-là. Allez, on va passer maintenant aux vidéos et images assez insolites. Exactement, des vidéos, des images, il y en a vraiment eu cette semaine, comme toutes les autres semaines d'ailleurs. Notre randonnée nous a permis de sélectionner quelques-unes qui abordent les sujets de société, mais racontées avec un ton humoristique. Suivez plutôt.
S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement. Y'a quoi ça? Non. Moi, c'est avec Guillaume. Guillaume. T'as qu'on dit au temps. Non, mais mon semble bas. Bah, non, il charge ici. Guillaume, il charge déboulé. Mon tonton, hein. Tonton Guillaume, nous, nous, l'homme. Guillaume, déboulé, un moment. Mon tonton, il y a quoi, là? On a mis. Voilà, essence non civile là. Ma zone, la essence non civile, il y a de comptable bien. On m'a mis qui va faire attaquer na monya. Oui, on m'a battu de la force à ma dame na do fia. Eh oh, y a pas, il souhaite de mon tchedou. Wa de me grave moi. Clébé wa une clébé oui. Dans ta propre maison, tu te caches pour communiquer. Être infidèle là, c'est forcé. Y a un sauvage à pays là. Ça va chauffer maintenant. Crébé bandit. Kunowanami, Yema Sagada, Muja Uzo et Jésus qui le sait. Wengata Wako, Gege Kutu, Gegeta. Okutia, Fiena Dijonier. Ninko Chochi, Beton et la Belle Midi. Odego Kalero, Jésus vivimo. Jésus, lève-le. Oui, Ozo, fire. Yeke, viens Rumi. Jésus. Oh, you don't fear, Bobby. Maman, Terminons par cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le célèbre acteur Jimon Sou béninois, la star de Hollywood qui chante en fond dans un film de Hollywood qui fait sensation actuellement aux États-Unis. Le Bénin qui se fait découvrir de la plus belle des manières. Regardez plutôt. Doache jiche, doache jiche, wani towe mi ga, dada se bochele, wani towe mi ga. Également, ce nouveau son issu d'un feat entre le trio Pélagie la Vubreuse, Oluwa Kemi et Dossi la Princesse, toute artiste béninoise, intitulé Sok Kemi. Le son serait la preuve de la réconciliation entre ces trois magnifiques dames longtemps restées sans se parler. Regardez. Jaleze Kemi, ziye bonja chidote. Ndebonye wanuwe, keklenze Kemi, no mi manze bekwe file. Ta foi foto eji, obio we soke, asize Kemi an. Sueno suvo e mono yu enu vane, mene manja si sengbe ba mi kan enfant do Kemi. Oya, deke ou sinko voze nou ki koudo. Fonele ni no gudo, ni no pame we nu no yonde, no me de matu fiena wa fodo. Akode ni chitowe, jaleze Kemi, ziye boje chido. Ali Vigan, PDGS la hora. Devonye wanuwe, keklenze Kemi, no mi manze bekwe fide. Tanguy à jeudi pour d'autres actualités sur la toile. Absolument, jeudi prochain. J'espère que notre compatriote a expliqué aux autres acteurs ce qu'il disait dans sa chanson à l'occasion. Certainement. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici Instant Droit. Ce matin, on parle d'un phénomène auquel nous sommes bien habitués, pas très étranger en tout cas à notre quotidien, la naissance d'un enfant hors du mariage, enfant né par
comme le disent, accident. Dans Instant Droit de cette semaine, et à la lumière donc des dispositions du Code béninois des personnes et de la famille, on va un peu s'imprégner des conséquences de droit qui découlent notamment de cette situation-là et qui, de mieux pour nous aider à mieux comprendre tout cela, à mieux saisir tout cela, et bien le patron de cette rubrique-là, William Clécam, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Déjà, les enfants nés au mariage ne sont-ils pas ceux qu'on appelle communément enfants? En griffe les bâtards. Mais c'est une stigmatisation, Tanguy. Une atteinte au droit de cet enfant que de l'appeler ainsi. L'appellation bâtard est à éviter à tout prix, puisque la loi n'avilit pas l'enfant, comme la société qui s'est érigée en juge des circonstances de sa conception ou de sa naissance pour le réduire à cela. Même si à l'origine, sans aucune connotation péjorative, le mot était employé pour désigner un enfant adultérien ou illégitime, c'est-à-dire conçu hors des normes sociales, hors ménage connu et identifié comme tel dans la société, le droit positif béninois n'en fait pas mention. On parle tout simplement, Tanguy, retenez-le, d'enfant naturel. La loi parle d'enfant naturel. Plus précisément, il peut s'agir d'un enfant incestueux dès lors qu'il est issu d'une liaison entre un père et sa fille ou de toute autre relation entre un homme et une femme liée par un degré de parenté entraînant l'impossibilité de mariage. Et on le voit clairement en parcourant le Code des personnes et de la famille. Dans ses dispositions, la loi du 24 août 2004, on va précisément à l'article 318 qui dispose « est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard de son père ou de sa mère sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux. » Donc, un enfant qui naît de l'adultère, un enfant qui naît par accident, comme on se plaît à le dire, même si bon Dieu n'a pas prévu l'accident, parlons d'enfant naturel. Les bâtards, c'est un mot à éviter. C'est un mot à connotation, en effet. Mais de toute façon, que le mot soit bien ou mal choisi, en tout cas, ces enfants ont les mêmes droits que les autres enfants. Justement, et c'est de ça qu'on parle ce matin, Tanguy. Vous êtes affirmatif. Hein? L'enfant naturel est un enfant comme tout autre. Pour être plus clair, l'enfant né hors mariage est un enfant qui a les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, les enfants nés dans un couple, dans un ménage, connus de tous, et même les enfants naturellement légitimes, c'est-à-dire ceux nés d'un mariage devant l'officier d'état civil. Il faut juste un préalable, et c'est sur cela qu'on voudrait mettre l'accent pour les hommes qui en ont eu ou qui en ont ou qui font le programme d'en avoir, la reconnaissance de paternité par le père. Je vais rester juste sur la reconnaissance de paternité, je ne vais pas parler de filiation maternelle. Article 325 du Code des personnes et de la famille, la volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d'un enfant né hors mariage doit être notifiée à son conjoint, soit par écrit, soit par exploit d'huissier. Donc le geste à faire qui est simple, c'est après avoir informé, comme ils en ont l'habitude souvent, après maintes réunions, après des temps d'accalmie, des stratégies, il faut s'arranger pour laisser un petit écrit ou par exploit d'huissier dire à celle avec qui vous partagez votre vie, attention, il m'est arrivé d'avoir un enfant dehors, et il m'est arrivé avant de te connaître ou avant ou pendant même qu'on se connaît, pendant qu'on avait déjà 1-2 enfants, il m'est arrivé, et de le faire par écrit pour garantir les droits à cet enfant-là, les mêmes droits que les enfants légitimes. Eh bien, quand on n'a pas eu le temps, justement, de laisser un écrit et qu'on décède, je crois que la femme devrait être amenée quand même à comprendre que, légitimement, cet enfant a aussi les mêmes droits que les siens. Oui, normalement oui, mais vous savez, ça, vous irez d'abord devant le juge qui va parler de procession d'État. Le juge va considérer beaucoup d'autres éléments parce que pour donner la paternité à l'enfant, le juge aura besoin de la reconnaissance de paternité. Un test d'ADN, ça va largement, non? Et tout ça, c'est beaucoup parce que le juge va ouvrir de quoi faire le test ADN et c'est long. Alors,
Alors que quand le monsieur décède, il n'est plus là pour dire oui, je reconnais la grossesse. Non, j'avais pas fait une déclaration de reconnaissance de grossesse, comme d'autres dispositions modifiées du Code des personnes et de la famille l'ont prévu, notamment en 2021. Non, je n'ai pas pu faire d'écrit pour dire que je reconnais. Mais attention, il est déjà mort. Et là, c'est devant le juge. Et quand c'est devant le juge, ça peut être un bon procès comme un mauvais procès. Des éléments peuvent échapper. Donc, quand on sait déjà que la mère de cet enfant est dans une illégalité pure et dure, il ne faut pas que l'enfant lui-même encore, sans reconnaissance, puisse ne pas bénéficier de la filiation, de tout ce qui lui revient de droit. Parlons du cas particulier de l'héritage au profit de ces enfants-là. Ah voilà, c'est intéressant et justement, quand je dis les mêmes droits, je voulais ce matin qu'on s'accentue sur les droits successoraux pour un enfant naturel, un enfant né hors mariage. Nous allons aux articles 619 et autres du Code des personnes et de la famille. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants sans distinction de sexe ni d'âge, encore qu'ils soient issus de différents mariages. Le père a eu 10 enfants avec 10 femmes, ce n'est pas l'essentiel. Dès que ce sont ses enfants, les enfants, ils sont égaux et succèdent, sous réserve des dispositions prévues au présent code relativement aux enfants incestueux. On vient à l'article 620, je laisse le dernier alinéa de l'article 619. Les enfants, quelle que soit leur origine de filiation, donc les cas dont nous parlions, jouissent des mêmes droits successoraux sous réserve des dispositions de l'article suivant qui dit l'enfant incestueux, c'est-à-dire l'enfant naturel né d'inceste, n'a de droits successoraux qu'à l'égard du parent qu'il a reconnu conformément à l'article 319 du présent code. Là, cette spécificité, c'est quoi? L'enfant qui est d'une union entre un père et sa fille, par exemple, la loi, dans d'autres dispositions, prévoit que les deux ne puissent pas le reconnaître parce que la filiation est toute faite déjà avec un, et donc celui dont la filiation est juridiquement établie, c'est de celui-là qui l'hérite. Mais les autres enfants naturels, nés hors mariage, nés de l'adultère, nés de toute autre chose, ces enfants, eux, ils héritent, et ils ont les mêmes droits, ils viennent à la succession de leurs parents à part égale. La loi demande que le cas de la succession revienne, de l'héritage du défunt, de l'homme défunt revienne à la veuve, mais dans les 3 quarts qui restent, cet enfant vient à égalité au même titre que ses autres frères, enfants légitimes qu'ils sont bien, et c'est ce que nous confirme dans ce cours extrait Maître Alexandrine Saïzonou Bédier, elle est avocate. Une fois que l'enfant est reconnu, a eu la possession d'État et que la femme légitime, en tout cas l'épouse qui est à la maison, sait très bien, connaît que cet enfant et l'existence de cet enfant-là, il vient au même titre que les enfants qui sont nés dans le mariage. Et voilà, si vous voulez tout savoir là-dessus, rendez-vous mercredi prochain à 21h30 dans vos droits en question. Pourquoi pas. William, merci. Bonne journée. Merci. Bon, encore qu'on est là tout à l'heure pour le forum de discussion. Pour le forum de discussion. Justement, parlant du forum de discussion, il y a une actualité politique notamment proposée par les prêtres catholiques du Bénin. Ce matin, ils vont réunir les têtes pensantes et des acteurs assez intéressés par la question du code électoral pour réfléchir sur la question. Alors, quelle pertinence de l'entreprise? On en parle avec les débatteurs. Mais avant, voici la pause. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si met ta capi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Et voici pour nos moments de discussion ce matin. On va évoquer le sujet refait surface, hein? Le code électoral avec les catholiques qui s'intéressent un peu à son contenu à travers justement un colloque qui a été initié, qui va se tenir dans la journée d'aujourd'hui. Des têtes pensantes sont mobilisées à cet effet à printemps.
Eh ben, on verra ce que ça donnera au bout de la journée. Mais en attendant, on peut déjà opiner sur cette initiative, cette entreprise et voir un peu sa pertinence. À quoi est-ce que ça répond dans ce contexte politique actuellement et quelles pourraient être les projections qu'on pourrait faire donc autour donc décidément beaucoup de donc ce matin. Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Et donc bonjour Tanguy. Bonjour. Elish, bonjour. Donc bonjour Tanguy. Qui nous a contaminé. Les catholiques qui décident désormais, enfin qui décident de discuter ouvertement et publiquement du code électoral, c'est quoi? Jésus à part et César à part, non? Oui, Ulrich. Jésus à part, César à part, mais Jésus et César sont dans la même république. Ben voilà, donc ils sont tous citoyens et assujettis aux mêmes lois du pays. Je ne dirais pas, je ne prendrai pas le même flanc que ceux qui estiment que la religion doit se mettre de côté, la politique doit se mettre de côté. D'une certaine manière, celui qui connaît réellement l'histoire de la politique et de la religion, pardon, et plus précisément de la religion catholique, doit savoir que la religion catholique a toujours été intimement liée à la politique d'une certaine manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, même pourquoi est-ce que dans certains pays, on jure sur la Bible pour pouvoir prêter serment. Donc ça, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais déjà, on sait que ce débat sur le code électoral a suscité beaucoup de tensions, beaucoup de passion aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a comme l'impression que ce dossier a été vidé. Mais nous, vous et moi, nous savons que ça n'a été vidé que sur papier, que dans les documents, parce que dans son expression, dans son application, il va se poser un problème de clivage entre les fils et filles du pays. Et je pense que ce colloque, d'une certaine manière, même si ça vient après la promulgation, on voit aujourd'hui une sorte de conciliabule entre les pros et les anti. Et d'une certaine manière, c'est aussi le moyen pour pouvoir aplanir les divergences et ramener tout cela qui, d'une certaine manière, se disait « je suis pour, je suis contre » à regarder ensemble dans la même direction et prendre ce qui est faisable de sorte à ce que dans son application, que nous ne connaissions des heurts. Je pense que ce colloque, d'une certaine manière, apporte une plus-value à ce qui a déjà fait jusque-là. Franck? Écoutez, si vous observez bien l'Église catholique, avant même le vote de ce code-là, l'Église catholique avait déjà alerté, avait même fait des recommandations pour dire, écoutez, tel que ça se passe, réunissez tous les acteurs, discutez-en et prenez les bonnes décisions. Donc l'Église est dans une certaine démarche, comme elle a toujours fait, hein, elle a toujours pris une part active dans les questions qui touchent en tout cas le volet politique dans la gestion d'un pays. Depuis 90, si vous vous souvenez bien, déjà à la conférence nationale, Monseigneur de Souza qui a joué un grand rôle. Donc l'Église catholique s'est toujours intéressée à la gouvernance politique du pays. Ça ne surprend pas lorsque, après le vote de ce code-là, l'Église décide d'organiser des journées de réflexion et d'opiner sur la question, d'échanger. Je pense que c'est un peu dans la droite ligne de cette conduite que s'est imposée l'Église catholique. Je pense, pour ma part, en écoutant certains responsables de l'Église qui sont déjà passés sur certains médias, qu'il ne s'agit pas, j'ai pu écouter, je ne me rappelle plus le nom de l'invité sur BIP Radio, qu'il s'agit de discuter pour voir ce qui s'est passé, parce que la loi est déjà votée. On dit, même les religions disent, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église ne va pas promouvoir la désobéissance dans le rang des citoyens. On dit de respecter les règles qui sont établies par l'autorité. Parce que toute autorité vient justement de Dieu. Donc je pense que si en réfléchissant ainsi, c'est de voir, à mon avis, hein, ce que moi je pense, et ce qui serait judicieux d'ailleurs, de voir comment en l'État, comment faire appliquer la loi pour que cela ne suscite pas des heurts, pour que cela ne suscite pas, cela ne fissure pas davantage les liens entre les personnes. Parce que c'est ça le plus important. La vie humaine, elle est sacrée et c'est cela qui importe pour l'Église, pour la religion. Je ne vois pas l'Église catholique dans ce colloque qui va s'ouvrir tout à l'heure au Palais des Congrès
parler rien que du code électoral de 2019 dans cette disposition modifiée aujourd'hui. Parce que le thème renvoie bien au code électoral dans son évolution dans le temps depuis 1990. Donc, je vois l'Église catholique faire, d'abord on a appelé ça colloque, donc c'est dans une dimension holistique, un travail scientifique pour comprendre l'évolution de la loi électorale dans le temps au Bénin. En l'état, c'est beau parce que nous avons fait 20 élections dans l'histoire de notre démocratie en 34 ans. Quand je dis 20, c'est parce que je mets ensemble communal et local. Communal, local, on en a fait 4. Législatives, nous en avons fait 7. Législatives, nous en avons fait 9. Et présidentielles, nous en avons fait 7. Nous avons eu 18 lois électorales jusqu'en 2019, même si celle de 2019 a eu 2 actes modificatifs, la loi interprétative de 2020 au communal et aujourd'hui la loi modificative de certaines de ces dispositions. Quand on fait le ratio, ça fait 1,11, c'est-à-dire sensiblement égal à une loi pour une élection. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est constructif de l'État béninois? Point d'interrogation. Dans l'histoire de notre pays, le 17 janvier 1995, on a voté un code électoral et 10 jours après, le 27 janvier, on en a voté un autre. L'année d'après, en 1996, à la veille de la présidentielle, on a voté un autre code électoral. Ce qui voudra dire que on a même la loi du 17 janvier 1995, à l'aune des élections législatives de 2004, on l'a remise en vigueur. 8 ans après. Cela voudra dire que la loi électorale dans notre pays a évolué dans le temps. Faire un débat, réunir des scientifiques, réunir des gens, des sachants, réunir des politiques, des praticiens, ceux qui appliquent la loi, d'anciens responsables de la Sénat, je ne sais pas, réunir les politiques, les acteurs, les citoyens autour de la loi électorale, pour moi, ça ne demande pas toute l'émotion de communication qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, on s'acharne contre l'Église catholique, encore que depuis toujours, l'Église, à part sa participation aux instances de décision et à des événements importants de notre démocratie comme la conférence nationale, l'Église a des instituts, l'Église a des cadres, des centres de formation qui s'occupent de la vie sociopolitique, qui s'occupent de l'étude du phénomène politique dans notre pays. Pour moi, la pertinence est toute faite. Je trouve pertinent le fait d'en débattre. Et une loi entrée en vigueur, une loi promulguée, une loi opposable, applicable, n'est pas exempt de discussion, n'est pas exempte de discussion. Une loi, dès qu'elle devient, qu'elle rentre dans l'ordonnancement juridique d'un État, elle ne devient pas un sujet tabou. On continue de parler du code du numérique et des dispositions qui sont à l'intérieur et qui ne favorisent pas le vivre ensemble sur Internet et qui fragilisent des corporations comme le journalisme. On parle toujours de certaines dispositions du code pénal béninois qui s'attaquent à des regroupements même non armés. Il y a des lois de notre République qu'on continue de réfléchir à parfaire. En fait, clore le débat sur le vote du 5 mars, de la nuit du 5 au 6 mars dernier, ne veut pas dire que définitivement le débat sur les lois électorales est terminé. Encore que nous avons eu l'opportunité d'en discuter. Oui, et surtout on conteste aussi qu'il faut voir. Alors, il y a un bon bout de temps maintenant qu'on a voté la loi, elle a été promulguée. Le travail ne reviendrait-il pas plutôt à faire de la sensibilisation pour sa meilleure appropriation plutôt que de faire une réflexion, etc. C'est un choix, c'est une option. Si on peut voir dans une certaine chapelle qu'on parler d'application tout de suite, c'est se résigner, c'est une question. Comme on peut trouver aussi qu'on peut faire de l'intelligence parce que nous sommes les premières élections sont pour janvier 2026. Maintenant, n'oubliez pas, l'Église a eu le 22 février, Boni Yahi et les démocrates étaient chez le président de la conférence épiscopale, le directeur de l'institut, j'oublie le nom, l'institut de l'institut de Monseigneur de Souza, là j'oublie le nom de l'institut qui compose le chant d'oiseaux. Le directeur était le 10 avril dernier, voilà, le chant d'oiseaux, le directeur était au domicile de Boni Yahi également pour lui parler code électoral et d'autres choses. L'Église avait dénoncé le 5 mars, la veille même de l'adoption, ensemble avec d'autres religieux. Donc, on peut comprendre qu'il y a aujourd'hui des événements qui amènent à se dire est-ce que l'Église n'est pas instrumentalisée, n'est pas demandée. On va revenir à cette question tout à l'heure. Oui, Eric. Je pense que l'Église catholique du Bénin a quand même toujours joué un rôle dans l'animation
la vie politique, surtout assister et contribuer, voyez-vous, et faire en sorte de prévenir d'éventuels risques. Ayant constaté certainement qu'après le vote du code électoral, il y a eu des divergences, n'est-ce pas, de position. Et donc l'Église se propose d'ouvrir un débat général, non pas exclusivement sur le code qui a été voté récemment, mais sur les modifications successives, n'est-ce pas, que nous avions connues de 90 à la date d'aujourd'hui. Et certainement, à la fin, ils vont tirer des conclusions de ce que ces différentes modifications nous ont apporté, soit comme des avantages, mais aussi comme des ennuis. Et justement, attirer l'attention des personnalités politiques à l'effet de prendre ça en considération, n'est-ce pas, pour les années à venir. Et donc, nous sommes dans un débat général. Nous ne sommes pas dans une prise de position quelconque, n'est-ce pas. Nous ne sommes pas dans une logique, enfin, je dis nous, l'Église catholique n'est pas dans une logique, n'est-ce pas, de donner une orientation, de prendre position, n'est-ce pas, sur un sujet aussi sensible que politique. C'est un débat général. Plusieurs personnes sont invitées à l'effet de mener des débats, des discussions, n'est-ce pas, sur les modifications successives que nous avions connues de 90 à la date d'aujourd'hui. J'espère vivement qu'à la fin, n'est-ce pas, les partis politiques avec qui certainement on va reverser ces conclusions pourront justement prendre connaissance de ces conclusions, n'est-ce pas, et travailler véritablement là-dessus pour nous éviter ce que l'Église redoute d'ailleurs, les crises en perspective. J'aime bien la manchette du quotidien du service public La Nation ce matin, l'Église catholique et le défi de la neutralité. Alors, quand on a évoqué tout ce que vous aviez évoqué par le passé, William, quand on a vu un peu l'Église catholique se positionner avant, pendant et après le vote du code électoral, quand on a vu ces multiples sorties pour condamner certains aspects du code électoral, quelle est vraiment l'assurance qu'on a que l'Église veut jouer un rôle neutre qu'on lui a connu depuis la conférence nationale? Donc, quand vous diront que l'Église n'a pas été totalement neutre dans le temps. Vous savez, même la neutralité est une position. Ah ouais? Oui. Même choisir de rester au milieu, c'est une position comme choisir de rester à gauche ou à droite. Clairement, l'Église ne peut pas jeter des fleurs au code électoral actuel et ne peut pas faire une bonne analyse de l'évolution de la loi électorale dans notre pays. Parce que le tableau est clair selon le fait qu'il y avait plus de lois que d'élections. Il y avait, sinon, il y avait presque autant de lois électorales que d'élections dans notre pays. Ensuite, l'Église a relevé certains éléments, d'autres se sont plaints d'autres se sont plaints auprès de l'Église. Et quand vous avez suivi la sortie ce week-end du directeur de l'Institut Le Roi-Levier, finalement l'Institut des artisans pour la paix et la justice, l'Institut qui a en son sein le chant d'oiseau et qui est l'héritage de Monseigneur de Souza, quand vous avez ces organismes qui sont mensuellement dans la réflexion, sont pédagogiquement et quotidiennement dans la recherche avec des éléments de l'environnement sociopolitique, il est clair que l'Église qui écoute tout le monde, qui écoute les récriminations de la société civile, qui elle aussi... Et qui ne paraît pas en public avec des positions... Justement, pourrait aujourd'hui, pendant que nous serons sous le couvert de l'humilité scientifique des discussions, pourrait montrer ses frustrations, ses récriminations. Et donc, moi, je ne m'attends pas à une Église extrêmement neutre, quitte à ce qu'il y ait de la neutralité ou de la position, les éléments objectifs à mettre dans la balance soient pris en compte. Parce que même quand les pro-talons défenseurs de cette loi électorale nous parlent des bienfaits de la loi électorale, ils avancent des arguments objectifs parfois. Ils disent des choses que nous écoutons. Donc quand l'Église aussi aura évoqué des choses objectives, des éléments concrets, des faits et non pas des spéculations, les analyses du point de vue de la position ne doivent pas empêcher de voir ce qu'on est en train de montrer du doigt, selon moi. Est-ce que l'Église ne prend pas ou ne veut pas prendre comme prétexte ce colloque pour peut-être repositionner davantage, enfin, je dois me répéter, sa position qu'on connaît officiellement par rapport à ce code de riche? Une chose est certaine, l'Église va revenir sur sa position parce qu'elle avait déjà énuméré un certain nombre de points. Et ces positions ne seront pas à être imposées, c'est la seule différence. Elles ne seront pas imposées d'autant plus que la loi elle est déjà votée. Et d'ailleurs, le juge constitutionnel l'a déjà déclaré conforme à la Constitution et la loi est promulguée. Donc ça veut dire que ce sera juste des observations
Et les deux camps vont se faire face et apporter des clarifications. Je suppose, ceux-là qui estiment que cette loi qui a été votée, elle est normale et qu'elle contribue au développement, à la cohésion nationale, avanceront leurs arguments, parce que là, ce sera un débat scientifique, hautement scientifique et purement un débat d'idées. Et l'autre camp qui estime que c'est une loi qui est exclusive, qui ne permet pas aux fils et filles du pays de se retrouver ensemble, de vivre les élections comme une fête, comme cela se devrait, vont également avancer leurs preuves. D'une certaine manière, il faut dire qu'on avait vraiment besoin quand même d'un autre son de cloche qui puisse quand même concilier les deux parties, parce que ce soit le vote au Parlement, que ce soit la vérification de la constitutionnalité de cette loi et la promulgation, il faut reconnaître que les deux parties sont parties dos à dos jusqu'à présent. Et aujourd'hui, si l'Église catholique accepte de les faire asseoir autour d'une même table, pour que d'une certaine manière on voit la possibilité de mettre en pratique ce test-là, je pense que ce serait quand même une avancée pour notre démocratie. Eric, est-ce que ce n'est pas un colloque fait valoir pour, en tout cas, renforcer la position, je dois dire, de l'Église catholique? Oui, déjà oui, parce qu'elle ne saurait rester silencieuse sur un sujet aussi sensible qui, justement, cristallise un peu les attentions. Mais en même temps, le risque, n'est-ce pas, de virer dans une position, le risque est là. Et moi, je pense que ce principe de neutralité de l'Église est un peu effrité ces dernières années. Nous avions entendu des déclarations, hein, nous avions entendu des prêtres, quand même des responsables de l'Église catholique se prononcer avec des prises de position, n'est-ce pas? Est-ce que cela engage toute l'Église entière? Bon, là reste la question. Ils sont les responsables, ils sont les leaders, c'est que ça engage toute l'Église. Voilà, là reste la question. Et donc, ce colloque qui marque une différence parce que la thématique qui sera abordée, comme l'a rappelé William, ne se penche pas sur le cas de la modification que nous avions connue il y a quelques semaines, voyez-vous. Et donc, c'est un débat d'ordre général, où des scientifiques vont opiner, les politologues vont nous dire ce que les modifications nous ont apporté dans leur ensemble, dans leur généralité, n'est-ce pas? Et tout ça. Et donc, je pense que là, on revient vraiment dans un principe de neutralité. Mais après, nous ne serons pas aussi tout à fait naïfs. Le principe de neutralité, c'est collé à l'institution de l'Église, puisque ça n'est pas son rôle de faire de la politique. Mais en même temps, l'Église est constituée d'hommes et de femmes, qui sont des citoyens. D'une façon ou d'une autre, les prêtres y votent. Et donc, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il y a un choix qui intervient en tant que citoyen, n'est-ce pas? Et qui intervient. Franck? Moi, je pense qu'il faut voir davantage la composition des participants à ce colloque-là pour mieux apprécier. Parce qu'on a parlé de colloque, de journée de réflexion sur le code électoral. Moi, je veux bien voir les députés qui ont voté la loi. Je veux bien voir... Avec cette communication depuis, je crois, mardi, est-ce qu'on est sûr d'avoir la mouvance, en tout cas, à ce rendez-vous? J'espère bien. Si l'Église catholique veut vraiment défendre sa position de neutralité et veut justifier davantage des journées de réflexion telles qu'elle le dit, on doit pouvoir avoir, disons, un mélange de participants de part et d'autre. Et parlant même de communication, vous savez, ce n'est pas la première fois. Sous Boni Yahi, on en est arrivé à demander aux religions, notamment l'Église catholique, de retourner dans les églises et d'aller prêcher la parole de Dieu. Dans les chapelles. Dans les chapelles, devant les fidèles. Le Notre Père qui est aux cieux. D'amener beaucoup de personnes à avoir le salut, que leur place n'était pas du tout en politique. Parce que, à un moment donné, c'était bien chaud, où l'Église catholique affichait clairement sa position pour notamment au sujet de cette affaire d'empoisonnement, histoire et consorts. Merci. Donc, dans bien des cas, on a demandé à l'Église, on a voulu la recadrer, mais l'Église catholique s'étant donné une certaine ligne de conduite pour intervenir dans le débat politique, est restée zen et agissait toujours. Et là où on craint surtout les positions de l'Église catholique, vous voyez le nombre que l'Église draine. Devant les fidèles, il suffit que dans l'homélie, que le Père dise un mot sur ce que vous savez ou sur une situation. Ça fait un tic dans la tête des milliers de fidèles qui sont devant le prêtre. Donc, quand vous voyez ça et vous voyez les prises de position, on dit attention, il faut surveiller ces gars-là. Il faut également, il faut pas leur laisser le champ libre d'agir complètement. Mais là n'est pas le problème. Si
l'Église catholique aujourd'hui veut, disons, participer réellement à la décrispation de l'atmosphère. Parce que ce code-là a suffisamment fait monter un peu le mercure, vous voyez, et même la façon d'agir de l'Église catholique, parfois, ça approche un peu, ça s'apparente un peu aux méthodes de l'opposition, qui est en croisade depuis le vote du budget, qui dit attention, ce n'est pas bon. Et vous écoutez l'Église catholique également qui dit mais réunissez-vous, c'est pas bon, discutez-en. Les opposants disent la même chose. Donc parfois on a l'impression que ça joue un peu dans le même camp que l'opposition. Ça c'est l'impression générale que l'on a. Et donc vous voyez tous ces paramètres-là, il y a de quoi que de l'autre côté, ceux qui n'en veulent pas trop, ceux qui se sont battus pour que cette loi aboutissent là, ne restent pas les bras croisés. Donc c'est cela qui est très important à voir. Mais moi j'attends également les conclusions, les recommandations, le communiqué final pour voir ce qu'il en est. Avant les conclusions, l'Église doit souffrir quand on lui taxe cette proximité aujourd'hui avec l'opposition. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec l'opposition, oui. Si l'Église avait une position proche, avec ces éléments d'appréciation, proche du pouvoir, on trouverait que les prêtres ont été mis aussi dans la balance de la communication pour faire annihiler les populations et endormir les gens, leur parler des bienfaits du code électoral. Même la neutralité aussi est une position qu'il faut assumer. Donc en fait, on n'a pas, pour moi le débat n'est pas la position est proche de l'opposition ou elle n'est pas proche de l'opposition. Mais maintenant, il n'y a pas que on ne craint pas que la notoriété de l'Église. Même dans l'histoire de l'humanité, l'Église était confondue à l'État. Il a fallu à un moment donné que l'Église se sépare de l'État. Et aujourd'hui, est-ce que l'Église est totalement séparée de l'État? Parce que même quand on quitte l'Occident où l'État est né des entrailles de l'Église, selon la conception de Saint Augustin et de tous les penseurs par rapport à l'État, même aujourd'hui sous les tropiques, quand vous voyez la place de l'Église catholique dans notre histoire politique, vous voyez aujourd'hui les rapports entre l'Église catholique togolaise et le pouvoir togolais, quand vous voyez la CENCO, la conférence épiscopale du Congo, et les pouvoirs politiques, fait mandat Kabila, quelques agissements de Félix Tshisekedi, ils ont même marché. Oui, ils ont même marché. Quand vous voyez les observateurs de l'Église catholique dans la RDC pendant les élections, vous comprenez que même nous qui avons hérité de beaucoup de choses, sinon de presque tout de ces colons-là, ça aussi, en griffe la grande proximité sociopolitique de l'Église, d'une partie de l'Église avec la chose d'État, ça aussi on en a hérité. Et on doit souffrir de voir l'Église en acteur. Et l'Église doit également savoir qu'elle joue sa crédibilité toutes les fois qu'elle sort et en réunissant. J'ai vu des partis comme le Bloc républicain, si mes informations sont bonnes, et certaines organisations de la société civile se désister, ne pas vouloir assister à ces travaux parce que c'est un débat clos. Pour moi, ce n'est pas la posture qu'il faut. Moi, je pense que les débats doivent se faire, et Franck l'a dit, la qualité des débats et l'issue des débats. Et à un moment donné de notre histoire, on a vu deux camps de religieux. Il y en avait un camp qui applaudissait les actions de Boni Yayi. Oui, les choses par le nom, les évangéliques. Les évangéliques, les pasteurs et autres là, qui chaque jour disaient à leurs fidèles, mais c'est le Messie, c'est votre Messie là qui est là. Et de l'autre côté, on avait l'Église catholique qui ne relevait que les trains en retard en réalité. C'est vrai que l'Église a une pratique, quand vous faites bien, j'ai lu des communiqués dans lesquels l'Église catholique a dit, sur tel point, on est d'accord, sur tel point, on félicite le gouvernement, mais sur tel autre point. Vous vous rappelez le débat sur la loi, sur l'avortement dans ce pays? L'Église catholique était, disons, opposée, farouchement opposée, et demandait à ce que ça ne soit pas fait dans ce sens-là. Donc il y a des positions sauf qu'il n'y a pas eu de colloque à mon sens à ce sujet-là. Allez, pour le code de la c'est plus important, pour que c'est très important. Ah d'accord, c'est vous qui jugez. Alors, est-ce que ce n'est pas mal parti là, ce colloque, dès lors qu'on a commencé déjà par voir l'Église elle-même se positionner d'abord, puis ensuite voir que certains, et pas des moindres, parmi les acteurs, se désister par rapport justement à cette invitation qu'on leur a faite de participer à ce colloque. Est-ce que ce n'est pas mal parti? Je le dis surtout et je le demande parce que on a vu le contexte dans lequel le code électoral, le tout dernier, a été révisé. C'est-à-dire qu'on a pris une nuit, on a fait défiler
les articles rapidement. On a envoyé ça aux 7 sages qui eux-mêmes ont pris une journée pour évacuer tout ce qu'on lui a présenté comme grief. Et l'autre qui attendait le bic en main a signé rapidement au bas du papier et puis c'est devenu officiel. Quand on a ce contexte-là, est-ce que véritablement on n'est pas mal parti par rapport à ce code? Mal parti, non. Surtout quand on me parle de colloque. Moi, je crois en la science. C'est peut-être une propension que j'ai. Mal parti, non. Le contexte est tel que l'Église a une coloration par rapport au code électoral. L'Église a une position très ferme qui entache déjà le début des discussions. Mais les discussions elles-mêmes, ne serait-ce que dans les allures introductives, peuvent rassurer la qualité des échanges, les acteurs en présence, la liberté d'expression, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas embrigader la parole. La liberté d'expression, le choc des idées, les heurts, des réflexions scientifiques, holistiques, multidisciplinaires, empiriques, philosophiques. Oui, je suis sur le reportage de tout à l'heure. Je ne vais pas participer, je vais assister juste à la couverture. Il faut le dispenser de toutes les tâches ici, pour qu'il aille s'asseoir là. Moi, je crois... Oui, plus sérieusement. Oui, plus sérieusement. Moi, je crois au choc des idées. Mais l'Église ne doit pas oublier que elle y va dans une posture d'opposante, disons les choses telles qu'elles sont. On taxe aujourd'hui l'Église d'être proche et très proche de ceux qui disent que ce code est à brûler, ce code est à réviser, parce qu'ils surfent aussi sur le délai. On se dit que les premières élections sont en janvier 2026, nous ne sommes qu'en avril 2024. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Donc, c'est vrai qu'en matière électorale, 2 ans, ce n'est pas grand-chose. Ça fait déjà les moins 6 mois. Des dispositions communautaires. Mais même quand on enlève 6 mois, on a encore toute une année, justement, et ceux qui vont se plaindre tout le temps auprès de l'Église catholique, auprès du clergé, croient en une révision de ce texte avant même. Et eux, ils ne veulent pas aller sur le champ de l'application, du travail pour se conforter. On va laisser Eric se prononcer. Je pense que ce cadre d'échange global, on en avait besoin. Cela aurait été l'initiative du sortie de l'État, n'est-ce pas, après cette tempête ou même des partis qui ont proposé des partis, n'est-ce pas, pour que toutes les parties prenantes puissent se retrouver, n'est-ce pas, et discuter. Cela n'a pas été le cas. Et donc, si l'Église saisit l'opportunité, je pense que les acteurs politiques devraient profiter justement de ce cadre d'échange pour à nouveau refaire le débat. C'est de ça qu'il sera question. Pour les acteurs qu'on a invités qui se refusent de participer, je ne sais véritablement pas pour quelle raison, parce que ce sera l'occasion justement, comme l'a relevé William, de pouvoir reposer encore le débat et de voir encore dans quelle mesure on peut encore revoir certaines choses pour plus de synergie. Parce que c'est ça ce que l'Église veut éviter. Que chacun reste campé dans sa position, n'est-ce pas, pour les défis qui nous restent à relever dans les années à venir. L'Église aura joué sa partition. Bon, même si on peut voir dans les prises de position une certaine coloration de l'Église, c'est une position nuancée. Écoutez, attention, faites doucement. Il y a des amendements qui pourraient créer des problèmes. Cela n'est pas encore une prise de position aussi forte qu'on pourrait associer à un mouvement politique. N'est-ce pas? Quand on veut prévenir, il faut alerter, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, dans des situations qu'on va déplorer. Et donc, l'Église reste toujours dans cette position d'assistance, de contribution, n'est-ce pas, de créer un terrain neutre d'échange à différents acteurs, quitte à eux, véritablement, de pouvoir saisir la balle au bon pour échanger. La période choisie pour organiser le colloque peut prêter à confusion. Le colloque serait venu un peu tôt, que ça aurait été, à mon avis, un peu judicieux pour ce débat qui est en cours. Mais à côté de ça également, c'est les conclusions en fait. Ce que ça va à quoi est-ce qu'elles vont servir? Oui, à quoi est-ce qu'elles vont se servir? Est-ce que vous voyez une église catholique prendre l'opposition par la main, prendre la mouvance par la main, écoutez, parlez-vous, puisque au Parlement même, ils doivent se parler pour se comprendre, ils n'ont pas pu se parler. Ce n'est pas une église catholique qui viendra les réunir. Si ils n'ont pas réussi à se parler, là où ils sont deux, bon, si une troisième personne peut venir, ça peut vous êtes deux, toujours aider. Vous êtes deux, la preuve, vous avez vu
Vous avez vu déjà des gens qui déclinent déjà l'invitation. Oui, l'histoire retiendra que l'Église a créé un cadre d'échange, c'est eux, n'est-ce pas, qui n'ont pas saisi l'opportunité. L'histoire retiendra que dans ce débat, l'Église a créé un cadre d'échange global. Et comme vous l'avez donné des exemples un peu dans la sous-région, en fait, même au niveau des épiscopats, ça se parle. On voit ce qui se passe ailleurs et puis tout ça. Et donc, si on ne le souhaite pas, quand ce code électoral va entraîner ce que ça va entraîner, au moins les pays voisins diront, ah, nos collègues du Bénin, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut aussi soigner les apparences. C'est la finalité. Les apparences, c'est vrai, mais la finalité, le débat, il a été fait au Parlement, la loi a été votée, promulguée, c'est passé par le filtre de la Cour constitutionnelle et le colloque qui va intervenir. Moi, à mon avis, les conclusions auraient servi à quelque chose si, eh bien, c'est vrai, il y a des incongruités peut-être dans le code électoral, il y a des insuffisances, mais à jamais qu'on dise, par exemple, retournez le débat, prenez votre copie, retournez, allez voter, parce que ça ne sera pas fait. Donc, ces conclusions, les conclusions de cette nature-là, ne serviront réellement à rien. Non, je dis, si on disait retourner la copie pour qu'on reprenne les choses, ça ne servirait à rien. Parce que même si on reprenait, ça conduirait... Dans quelles conditions ça servirait alors à quelque chose? Non, dans quelles conditions, à mon avis, c'est de pouvoir trouver des éléments de langage pour demander aux populations. Parce que quand l'opposition va sur le terrain, on dit, vous avez écouté Paul Rumpin qui dit que c'est du gaï, c'est de l'anac et tout ça. Les opposants, les démocrates aussi en disent pareil et sont parfois même un peu plus durs que Paul Rumpin. Et les autres qui disent que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver au Bénin. Donc nous avons deux camps face à face là. Et donc l'Église catholique qui draine assez de monde, moi je pense qu'il faut jouer maintenant sur la psychologie des populations. Parce que si on tire trop sur la ficelle, ça risque le riche va finir de se casser. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck quand il estime que la période, les circonstances ne sont pas appropriées pour un tel colloque. Qu'elle vous souvienne que pendant qu'on se préparait à voter cette loi, il y a eu des communiqués dans ce sens-là. L'Église, le clergé avait sorti un communiqué, a attiré l'attention. Donc je pense que qu'on dise que le clergé n'avait pas réagi ou n'avait pas donné, n'avait pas d'une certaine manière attiré l'attention, non. Mais je pense que au-delà de tout, lorsque vous êtes dans un pays et que vous vous réclamez du pays, et vous savez que la cohésion du pays est mise à mal d'une certaine manière, et que des fils et filles de ce même pays se retrouvent dos à dos, et que quelqu'un peut se porter d'une certaine manière, peut se retrouver d'une certaine manière dans le rôle de conciliateur, d'apaiseur ou de modérateur, je pense que c'est toujours bien de le faire. Et ce cadre que l'Église catholique est en train de mettre sur pied en réalité, ce n'est pas nécessairement pour remettre en cause tout ce qui a été fait, non, mais c'est plutôt de ramener les deux parties belligérantes ou de même les deux parties opposées à mieux se regarder droit dans les yeux et se dire, ici je pense que vous avez tort et là je pense qu'on peut mieux faire. L'objectif, ce n'est pas nécessairement pour dire cette loi on la jette à la poubelle, mais c'est pour le futur. On peut se dire à travers ce colloque qui se fait, c'est justement les résultats, à travers ce colloque qui est là, il y a des résultats qui sont là, qui peuvent permettre, qui peuvent inspirer à l'avenir pour corriger cette loi. Et la preuve, nous avons déjà eu le code électoral il y a quelques années, on l'a modifié aujourd'hui. Il se peut qu'on corrige encore ce même code. Et ce colloque peut participer justement à la correction, à la modification de ce code qui est là actuellement et qui pose des problèmes. Voilà. Ça ne va pas participer à la correction. Non, c'est bien aussi. C'est bien possible. Non, vous le voyez tout de suite pour ces élections de 2026. Non, il n'y a pas que ça. Ne baissons pas la lucarne. Regardons plus loin. Parce que l'objectif n'est pas seulement 2026. Oui, sur le plan politique. Sur le plan politique, il y aura beaucoup de choses. Lorsqu'on dit aller revoir le code là pour que ça passe aujourd'hui dans le contexte. Non, quand je dis aller revoir, restons sur les recommandations actuelles
vous ne verrez aucun député de la mouvance aller s'asseoir encore pour réviser ce code-là. Mais justement, l'histoire retiendra qu'il y a une possibilité d'échanger sur ce qui crée actuellement des clivages entre tous ces filles du pays et une frange de cette population a préféré a opté pour la politique de la chaise vide. Et cette politique de la chaise vide, d'une certaine manière, l'histoire la retiendra. Oui, une seule phrase. Oui. En 2013, quand une organisation de la société civile, dont je tais le nom, faisait une analyse sur les lois électorales, elle disait que elles ont tout le temps permis in extremis d'éviter des crises. 6 ans après, les lois électorales n'ont plus permis d'arrêter au dernier moment, au seuil, les crises. Les crises sont intervenues, même 2 ans encore après. Moi, je pense que la situation a évolué. C'est même que certaines lois ont provoqué les crises là. Vous dites? C'est même que certaines lois, au lieu de les éviter, ont provoqué ces crises. Et pour ça, alors, il y a nécessité de discuter. Les gars, merci. C'était encore une nouvelle aventure hebdomadaire de boucler. Et comme quelqu'un le ferait du haut de son siège, la séance est levée. La séance est levée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, suivez après moi la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end par anticipation. Je vous remercie sincèrement pour la fidélité depuis lundi jusqu'à ce jour. Vous avez aussi les gratitudes de toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Prenez soin de vous et surtout ne quittez jamais Canal 3 Bénin, c'est la meilleure télévision à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement au sujet de la répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. C'est Fraternité qui nous livre l'information ce matin et précise que la police est conviée au professionnalisme pendant que les citoyens sont invités au calme et à la sérénité. Selon le journal, la décision du gouvernement de réduire de moitié la pénalité de contravention pour non-port de casque au Bénin a été bien applaudie. Elle entre en vigueur ce mercredi 24 avril 2024 suite à un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'amendement forfaitaire applicable à la contravention de défaut de port de casque est désormais fixé à 5 000 francs CFA, a-t-il annoncé dans les colonnes du Canard. À travers cette décision, commente Fraternité, les cris de cœur des usagers et les interventions des députés de l'Assemblée nationale sur la répression des infractions au code de la route ont reçu un écho favorable. À travers le communiqué publié à la page 3 du journal, le gouvernement exhorte une fois encore la force de l'ordre au professionnalisme tout en maintenant sa position sur la vitalité du respect des instructions prescrites en matière de circulation sur les voies publiques. La hiérarchie policière est instruite pour prendre les mesures disciplinaires ou engager les actions judiciaires qui conviennent, le cas échéant, contre les fonctionnaires de la police républicaine qui se rendent coupables d'atteintes injustifiées aux droits des citoyens sur la voie publique, a prévenu le communiqué. Pour le pays émergent, c'est une bonne nouvelle, mais la population souhaite que les frais soient ramenés à 2 000 francs CFA en raison de la situation conjoncturelle où la vie est chère, où le panier de la ménagère est maigre ou carrément à 0 francs CFA. Le peuple souffre et manger devient difficile, fait constater le journal. Le matinal pour sa part revient sur la suite de la bavure policière enregistrée à Natitengou il y a quelques jours et nous renseigne que le délibéré est prévu pour ce jeudi à 14 h. Mais avant, la journée du mercredi 24 avril était décisive selon le Canard. Amende de 250 000 francs CFA contre la victime pour outrage à commandant de la force publique et violence à agent. Il a requis 6 mois de prison avec sursis et une amende de 150 000 francs CFA contre l'auteur de la vidéo. Contre chacun des 3 policiers, nous informe la parution, il a requis 8 mois de prison ferme avec 250 000 francs CFA d'amende. Le matinal précise également que le 4e policier soupçonné d'être l'auteur des coups de pied lors de l'incident est un officier de la police judiciaire. Son cas a été renvoyé au 8 mai, ajoutant une dimension supplémentaire à cette affaire déjà complexe. Visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale.
Le président Louis Vlavoro exprime sa satisfaction et exhorte à une accélération des travaux, peut-on lire à la une de Le Pays émergent. Selon le journal, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation étaient sur le chantier ce mercredi 24 avril 2024 pour évaluer l'évolution des travaux. Des explications apportées par le chef de la cellule suivi-évaluation à la CIMO, le taux d'exécution physique globale du projet tourne aujourd'hui autour de 85% contre 70% le 10 octobre 2023 avec un taux d'exécution financier de 39,75%. Nous félicitons les entreprises en charge des travaux et les invitons à continuer par faire ce qui est de leur devoir afin que la 9e législature de l'Assemblée nationale puisse y séjourner avant la fin de son mandat, a dit le président Louis Vlavoro. Les raisons de la subvention des prix des engrais au titre des mesures budgétaires dans le secteur agricole sont à retrouver dans la colonne de la Nation. Pour le quotidien du service public, la question s'est posée à partir de la campagne 2022-2023 avec l'enchérissement des prix de ces produits, notamment le NPK et l'urée, suite à la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Selon les explications du Dr Dossa Aguemon, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, la pandémie a contribué à réduire l'offre mondiale des engrais et augmenter les frais logistiques et la guerre russo-ukrainienne, quant à elle, est venue aggraver la situation dans la mesure où ces deux pays sont des fournisseurs mondiaux d'engrais. Fidèle à sa démarche, rappelle la Nation, le gouvernement a, pour la 3e année consécutive, choisi d'apporter une subvention à l'engrais avec les niveaux de prix qui ont été communiqués au terme du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Ainsi, au lieu de 24 000 francs CFA, le gouvernement a fixé le prix de vente de 50 kg de NPK à 17 000 francs CFA. Les engrais SSP et KCI sont cédés à 14 000 francs CFA, le sac de 50 kg. L'incidence financière globale de cette décision est de 24,4 milliards de francs CFA. Contrairement à la campagne 2022-2023, la totalité de cette subvention est assurée par le gouvernement, comme ce fut le cas pour la campagne antérieure avec un montant de 30 milliards de francs CFA. Merci de votre aimable attention.